Hello everyone and welcome to the program. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir l'excellent colonel Douglas MacGregor. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai, qui correspond au jour de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. C'est bien sûr un élément clé de la mémoire historique russe en raison des pertes immenses qu'elle a subies, mais aussi de la grande victoire qui s'est soldée par la défaite d'Hitler. Par le passé, les Russes invitaient des dirigeants politiques et des soldats occidentaux pour manifester une certaine unité. Cependant, les temps ont changé. Désormais, on constate que la Russie invite d'autres nations à se joindre à elle, alors que nous avons encore quelques dissidents venant de l'Occident. Que pensez-vous de tout cela et de la signification de cette célébration du 9 mai, en particulier dans le contexte plus large de la guerre et des conflits actuels? Especially in the wider context now of this war and the conflict. Eh bien, gardez à l'esprit qu'aux États-Unis, très peu de gens ont prêté attention au jour de la victoire en Europe, Veer Day, en 1945. Il n'y a tout simplement pas eu beaucoup d'attention portée à cet événement. Cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas pris un moment pour se souvenir de la guerre elle-même, mais cela ne joue pas le même rôle. Et pour être franc avec vous, la reddition des Japonais en août 1945 a probablement été bien plus significative dans l'esprit de la plupart des Américains. Cela s'explique par le fait que nous avons été directement attaqués par les Japonais. Ne débattons pas de la façon dont cela s'est produit, mais néanmoins, c'est arrivé, et c'est quelque chose qui a eu un impact permanent sur les Américains. Donc, je pense que cette célébration en particulier revêt bien plus d'importance pour beaucoup. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, personne n'était vraiment intéressé à entrer en guerre contre l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Nous y avons été entraînés un peu illégitimement et nous l'avons regretté. Par la suite, il y a eu un immense mouvement pour rester à l'écart de toute future guerre européenne. Finalement, il s'est avéré que le bombardement de Pearl Harbor a été le prétexte décisif que Roosevelt cherchait pour nous faire entrer en guerre contre l'Allemagne. Eisenhower exprimait souvent sa frustration lorsqu'il voyait des soldats américains et leur demandait « Est-ce que vous détestez les Allemands maintenant ?» Bien sûr, les jeunes restaient là et répondaient « Non, monsieur ». Si l'on regarde la plupart des gens qui étaient dans l'armée, je dirais qu'au moins un tiers, voire la moitié, était d'origine allemande. Donc vous voyez, c'est un peu ridicule. Mais vous savez, finalement la haine a été attisée par la découverte des camps de concentration. Mais même cela, je ne pense pas que cela ait duré très longtemps en termes de haine envers les Allemands. Donc je pense que pour l'Union soviétique, c'était leur grand moment, même si leurs pertes ont été horribles, et à mon avis bien au-delà de ce qui était nécessaire. Mais Staline se moquait du nombre de millions de personnes qu'il sacrifiait. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la victoire n'est pas comprise dans un contexte approprié en Russie. Ils ne comprennent pas. Il n'y a jamais eu de véritable déstalinisation fondamentale, contrairement à ce que l'on croit. Et il y a encore des gens là-bas qui pensent que Staline était cet homme fort qui a bien fait les choses. C'est incompréhensible. Mais vous le savez grâce à votre séjour en Russie. Je pense donc que les Russes saisissent maintenant cette occasion pour afficher leur unité avec les peuples qu'ils estiment être de leur côté. Et de toute évidence, la Chine en fait largement partie. Les Chinois ont terriblement souffert sous l'occupation japonaise. Personne ne le conteste. C'était au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer. Il est donc logique que les Chinois soient présents. Tous les autres, par politesse, viennent parce qu'ils veulent faire des affaires avec la Russie. Il n'y a certainement aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas, à mon avis, faire de même. Cela ne veut pas dire que l'on célèbre le communisme. Ce n'est pas mon cas, et ça ne l'a jamais été. Mais vous savez, c'est un événement national pour eux. C'est important pour eux, et nous devrions leur témoigner du respect et de la compréhension.
Mais nous ne le ferons pas, c'est évident. Eh bien, il y a eu certains articles dans les médias, même s'ils ont été largement contestés, voire qualifiés de faux, qui affirmaient qu'à un moment donné, Trump envisageait d'aller à Moscou. Encore une fois, je ne sais pas si c'était vrai ou non. Mais maintenant, bien sûr, la situation a un peu évolué. J'étais plutôt optimiste quant au fait qu'il allait se retirer de cette guerre. Mais désormais, après l'accord sur les minerais, il semble qu'il commence à expédier davantage d'armes et à s'impliquer encore plus dans le conflit. J'ai donc une double question. Cet accord sur les minerais, quelle est son importance réelle? Et, en conséquence, considérez-vous que cela devient désormais la guerre de Trump ou n'en sommes-nous pas encore là? Eh bien, je pense que c'est la guerre de Trump, tout simplement, parce qu'il a été assez imprudent pour s'y laisser entraîner. Si vous écoutez Trump pendant l'élection et immédiatement après, il disait tout ce qu'il fallait dire. Mais très peu de temps après, il a été assiégé par des personnes qui l'ont convaincu de plusieurs choses. Tout d'abord, on lui a dit « Vous ne pouvez rien faire, président Trump, à moins que cela ne ressemble à une victoire pour vous. » En d'autres termes, si vous allez signer un accord, il faut que ce soit une victoire pour vous. Tout doit être une victoire. Tout est perçu comme une compétition au sens du secteur privé. C'est un vendeur immobilier, donc il voit tout comme « je dois gagner ». Je ne peux pas perdre. Vous savez, je lui avais conseillé de mettre fin à toute aide à ce régime odieux de Kiev et de retirer tout le personnel militaire et civil américain d'Ukraine. Point final. Sortons. Mettons-y un terme. Disons aux Européens, nous partons. Nous serons ravis d'accueillir une conférence de paix où vous et les Russes pourrez vous asseoir et discuter des futures frontières, mais nous ne resterons pas. Maintenant, il a complètement changé de cap et va dans la direction opposée. Je pense que c'est une grave erreur car je ne pense pas que Zelensky tiendra. Et dès que Zelensky ne sera plus en place, ce sera la fin de cet accord. Eh bien, j'ai aussi remarqué qu'avec la célébration du 9 mai, il y a un nouveau cessez-le-feu. Nous venons d'avoir un cessez-le-feu lors duquel les Russes ont annoncé un cessez-le-feu unilatéral pour Pâques. Et bien sûr, maintenant, il y en a un pour le 9 mai. Certains pourraient y voir, eh bien, une journée très sainte ou sacrée pour la Russie, qui est désormais un pays chrétien, mais aussi, bien sûr, l'importance du 9 mai dans leur mémoire historique. Ou considérez-vous cela comme un essai pour prouver qu'il est possible de mettre fin à cette guerre? Non pas un avant-goût, mais une façon de tester le terrain pour voir si les adversaires, c'est-à-dire les Européens, les Ukrainiens et les Américains, sont réellement intéressés à poursuivre la paix. Je pense que le président Poutine a été très clair. Cette guerre va se terminer selon les conditions imposées par la puissance militaire russe. C'est son point de vue. Il a dit que cela serait dicté par la logique du champ de bataille, pour ainsi dire. Et je pense qu'il a raison. Nous ne pouvons certainement plus rien apporter à cette situation. Avant Trump, nous étions un co-belligérant, faisant activement tout ce qui était en notre pouvoir pour nuire à la Russie. L'espoir était que le président Trump mettrait fin à cela et normaliserait les relations avec la Russie. Et en effet, il y a eu des réunions qui laissaient penser que cela pourrait arriver. Mais cela a été perdu maintenant. En conséquence, le président Poutine s'est adressé à la communauté des affaires en Russie il y a quelques semaines et a dit « Oubliez les sanctions, oubliez les problèmes avec l'Occident. » Cela ne va pas changer. Donc nous allons chercher ailleurs. Cela nous amène, vous savez, à l'OCS, aux BRICS, et ainsi de suite. En d'autres termes, il y a d'autres partenaires avec qui nous allons faire des affaires parce que l'Occident n'est tout simplement pas un partenaire fiable. Maintenant, ça ne veut pas dire que cela ne changera jamais. Je pense que c'est un homme intelligent
et il sait que l'Europe est en grand trouble. Combien de temps encore ces Allemands désorientés vont-ils errer dans l'obscurité à Berlin? Je veux dire, le gouvernement là-bas avec cet homme Merz, qui n'a pas pu devenir chancelier, et je pense que c'est une bénédiction, ils sont engagés dans un suicide national. Cela prendra fin. Et les seules personnes qui s'opposent au suicide national en Allemagne sont l'AfD. Et je pense d'ailleurs que c'est la bonne position à adopter pour eux. Mais la gauche a tout fait pour les élites dominées par Soros qui dirigent l'Europe de l'Ouest. Tous essayent désespérément de présenter l'AfD comme un parti nationaliste allemand, un retour au national-socialisme. Je ne pense pas que cela fonctionnera encore longtemps. Chaque jour qui passe, l'AfD devient plus puissante parce que l'Allemand moyen voit que son pays est en train d'être détruit. Finalement, cela sera arrêté. Je pense que vous verrez un jour d'immenses changements en France. Je pense que ça arrivera en Angleterre puis que ça se répandra ailleurs. Nous avons déjà vu des changements survenir dans de nombreux pays. Il y a Fico en Slovaquie, Orbán en Hongrie. Ces personnes ont toujours été très lucides, très tôt. Je pense que cela va se propager. Je pense que vous allez voir un changement dans la bonne direction en Pologne. Là-bas, les gens regardent vers l'Ouest, et comme j'appelle les élites mondialistes, financées, éduquées, socialisées et créées par Soros, comme la véritable menace pour la civilisation sur le continent européen. Mais malheureusement, je ne nous vois pas jouer un rôle majeur. Je pense que nous nous sommes marginalisés. Il est intéressant de voir, alors que nous commémorons aujourd'hui la défaite du fascisme, la manière dont cet événement est en réalité évoqué dans les récits historiques. Car le gouvernement allemand a désormais classé l'AfD comme une organisation extrémiste, ce qui permet à ses services de renseignement de effectivement, enfin, dans une certaine mesure, s'attaquer à l'AfD, qui est aujourd'hui la principale organisation d'opposition politique. L'argument avancé est que si cette extrême droite, c'est-à-dire qu'on peut la considérer comme fasciste, alors il devient possible, si nécessaire, d'annuler l'opposition. Et bien sûr, si l'on regarde le gouvernement allemand aujourd'hui et qu'on affirme que non, c'est cela le fascisme, cette manière de tenter d'éliminer l'opposition. Il est donc intéressant de voir comment ils perçoivent la situation à travers leur propre prisme. Mais cette annulation de l'opposition est assez extrême, surtout si on la replace dans le contexte de ce qui se passe en France et ailleurs. Vous êtes professeur et vous enseignez ces sujets à l'université. Le mot fascisme vient du latin et trouve ses racines à Rome. Le faisceau de baguettes qui liait ensemble représentait l'unité et la force pour le Sénat et le peuple romain, avec la hache au centre. Nous avons ce symbole au Sénat des États-Unis, vous savez, cet ancien symbole romain, qui était un symbole fasciste. Le fascisme, c'est l'unité. C'est tout. Et il faut se demander, qui sont les personnes qui ont peur de l'unité nationale en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, dans tous ces pays? Eh bien, ce sont les soi-disant mondialistes. Mais quelle est leur inspiration? Et il est très très difficile de dire autre chose que le marxisme et le communisme, car le communisme cherchait à détruire l'identité nationale, à abolir les frontières et à transformer les gens en une masse amorphe de travailleurs et de consommateurs. C'est à peu près tout. Et je pense que les Allemands, certainement depuis qu'ils ont perdu la guerre, se sont laissés transformer en un public calme, presque politiquement neutre, qui suivait la direction indiquée par les Alliés et le gouvernement, parce qu'ils s'excusaient pour ce qu'ils avaient fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que la tournée des excuses est terminée et elle devrait l'être. Et je pense qu'à terme, l'Allemagne se redressera. Cela ne se produira peut-être pas immédiatement, mais cela arrivera. Donc ce que tu décris en Allemagne, qui rappelle l'Allemagne de l'Est,
la Stasi, qui espionnait et surveillait les gens puis les menaçait, je pense que cela échouera. Et je pense que l'alternative sera un mouvement nationaliste qui prendra le dessus et dira désormais c'est l'Allemagne d'abord. Nous devons penser à nous-mêmes, à notre industrie nationale, à notre développement scientifique et industriel, à notre économie. Tout cela arrivera. Il suffit d'attendre. Et je pense que s'il y a une chose à dire, c'est que M. Poutine est très patient et qu'il comprend la véritable direction dans laquelle les choses évoluent. Un avantage d'avoir été communiste à un moment de sa vie, c'est qu'on apprend ce que l'on appelle la corrélation des forces. Eh bien, la corrélation des forces est très favorable à la Russie. Et la corrélation des forces en ce moment favorise la Chine. Elle favorise de nombreux pays. Elle ne nous favorise pas et elle ne favorise pas l'Europe dans son état d'esprit actuel. Oui, c'est justement la partie frustrante ici, car de plus en plus de gens reconnaissent que la guerre est perdue, mais personne n'ose parler de paix. On parle désormais ouvertement de la perspective d'une guerre avec la Russie, mais pour l'éviter, personne ne décroche le téléphone. C'est assez remarquable. Je pense que cela fait partie du problème, ou bien l'un des avantages d'avoir connu une guerre récente serait que la population aurait une saine crainte de la guerre. Maintenant que cette génération a disparu, il ne semble pas que notre classe politique en ait vraiment peur, en effet. L'idée même d'affronter la plus grande puissance nucléaire du monde, il semble l'envisager avec une facilité quelque peu inquiétante. Mais à ce sujet, maintenant que l'on constate que les Russes n'espèrent plus vraiment que Trump mette fin à cette guerre, il semble intensifier les combats sur la ligne de front. Que voyez-vous se passer en ce moment? Eh bien, j'ai toujours dit qu'à un moment donné, l'état-major général dirait au président Poutine qu'il serait utile d'être sur la ligne du fleuve Dniepr, qu'il vaudrait autant occuper et prendre tout le territoire jusqu'à cette ligne fluviale. C'est une barrière naturelle. Pendant des centaines et des centaines d'années, cela a été la frontière occidentale de l'Europe. Kiev, sous la République des deux nations, Pologne-Lituanie, était une forteresse de l'Occident. Une fois que vous aviez dépassé Kiev, une fois que vous aviez franchi ce fleuve, vous faisiez face aux Tatars, aux Mongols et aux Russes. C'est tout. Donc je pense que si j'étais à l'état-major général russe, c'est ce que je préconiserais. C'est une ligne fluviale défendable. Cela nous donne une zone tampon, si vous voulez. Et nous sommes en position de faire tout ce qui est nécessaire contre la partie occidentale de l'Ukraine, si cela s'avère nécessaire. S'il y a bien une chose que cette guerre a démontrée, c'est la capacité de frappe de précision, qu'il s'agisse de drones, de missiles de croisière ou de missiles balistiques, qu'ils soient balistiques de théâtre ou stratégiques, il n'y a rien qu'ils ne puissent atteindre et détruire. Et si vous occupez cette ligne fluviale et que vous êtes contraint à un moment donné de la franchir, eh bien, vous êtes déjà sur place. En d'autres termes, vous ne venez pas de plusieurs centaines de kilomètres en arrière. Vous êtes juste au bord du fleuve. Et donc, si vous devez vous préparer pour traverser, pour anéantir le régime odieux qui pourrait prendre le pouvoir à Kiev, même si je ne pense pas que Zelensky tiendra encore très longtemps. Et s'il le fait, il ne sera pas remplacé par quelque chose de pire. Je pense qu'il y aura à un moment donné un groupe plus conciliant. Mais alors, vous aurez cet avantage. Maintenant, la seule chose qu'il peut encore faire et qu'il n'a pas faite, c'est traverser le fleuve et attaquer depuis le nord en direction d'Odessa. Odessa a historiquement été russe, jamais ukrainienne. Et s'il faisait cela, cela étranglerait l'Ukraine. Elle n'aurait plus de débouchés et aurait des difficultés à exporter des céréales et d'autres produits de l'ouest de l'Ukraine vers d'autres pays. Cela ne veut pas dire que les Russes pourraient les couper complètement, mais cela les mettrait certainement en position de le faire.
Et il se peut que les Russes décident de le faire par mesure d'autodéfense. Je ne sais pas. Je pense simplement que la meilleure chose à faire serait de partir, mais je n'ai aucun soutien pour cela ici à Washington. Presque tout le monde à Washington, à de très rares exceptions près, veut se battre jusqu'à ce que chaque Ukrainien soit mort et que tout soit détruit. Et l'ouest de l'Ukraine pourrait finir par ressembler à de vastes zones de l'est de l'Ukraine. Je pense que ce serait catastrophique. Mais il n'y a pas beaucoup de réflexions éclairées sur ces questions à Washington. Il y a beaucoup de narcissisme, dans le sens où notre politique nationale est hypothéquée à la vanité. Nous ne pouvons rien accepter que nous ne soi-disant imposons. Le président Trump ne peut rien faire qui ne le présente pas comme un grand homme, un vainqueur, un gagnant. Donc l'idée qu'il puisse simplement dire que c'était une erreur et qu'il s'en va leur est totalement inacceptable. Et le plus triste, comme vous le savez, c'est qu'à la fin de la guerre du Vietnam, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes simplement partis. Ce qui s'est passé en Irak en 2011, c'est que la dernière colonne militaire américaine est sortie d'Irak au beau milieu de la nuit, et ils sont partis sans l'annoncer, car chaque fois qu'ils disaient à quelqu'un en Irak « Nous partons », dès qu'ils commençaient à partir, ils étaient pris pour cible. Ils ne sont pas partis en plein jour, parce qu'ils auraient été attaqués. Donc à ce moment-là, nous avons essentiellement quitté l'Irak, je dirais après avoir été vaincus. Et la même chose s'est produite en Afghanistan, sauf que le départ a été un exercice d'incompétence et d'imbécilité. Chaque erreur possible a été commise. Tout ce qui va à l'encontre du bon sens militaire a été ignoré. Alors combien de fois faut-il échouer? Regardez la Libye. Qu'avons-nous fait en Libye? Eh bien, la Libye s'est divisée en deux. Vous avez essentiellement la Libye orientale, alliée à l'Égypte, et la Libye occidentale, apparemment turque et influencée par nous. Et nous continuons d'alimenter ce conflit, ce qui est une catastrophe. Je dirais simplement que ce que nous devrions faire, c'est ce dont le président Trump parlait autrefois, mais qu'il ne semble plus vouloir faire, à savoir nous désengager de tous ces engagements militaires à l'étranger. Sortons de là, parce que partout où nous sommes restés longtemps, cela a été un désastre. Ça ne fonctionne pas. Oui, le problème, c'est que s'il avait simplement accepté ses pertes tout de suite, on ne l'aurait pas tenu pour responsable. Mais maintenant qu'il a laissé cette guerre s'éterniser, je pense qu'il a des raisons de craindre que lorsque tout cela s'effondrera sur lui-même, comme un autre Afghanistan, il sera tenu pour responsable. Mais c'est ce qui semble se préparer, car il y a eu un article récemment, je ne me souviens plus si c'était dans Forbes ou le Washington Post, qui affirmait que les Russes produisent beaucoup de matériel militaire lourd, des chars et tout le reste, mais que très peu de tout cela est envoyé au front. À la place, ils constituent une force énorme et puissante à l'arrière. Que voyez-vous se passer? Que pensez-vous que les Russes préparent? Prévoient-ils une offensive majeure? Si c'est le cas, que va faire Trump s'il perd la guerre, qui est désormais en réalité la guerre de Trump? Eh bien, vous me demandez ce que Trump va faire, et je ne pense pas que Trump ait beaucoup de marge de manœuvre. Je veux dire quoi? Annoncer de nouvelles sanctions? C'est ridicule. Nous avons déjà sanctionné 34, 35 pays. Nous menons une guerre commerciale avec au moins 90 pays. Il n'y a rien qui puisse faire, certainement pas militairement. Je pense que les Russes ont toujours été méfiants quant à ce qui pourrait se passer avec l'OTAN, surtout si nous donnions le feu vert pour que des troupes entrent en Ukraine ou quelque chose du genre. Ils ont donc toujours gardé une réserve très forte pour faire face à cette éventualité. Je pense que c'est ce qu'ils font maintenant. Et souvenez-vous, cet homme, Poutine, connaît l'histoire de la région. Il ne veut pas contrôler l'Ukraine occidentale.
Il sait que, surtout plus on va vers l'ouest de l'Ukraine, plus les gens sont nettement non russes, leur culture, leur langue, et ainsi de suite. Il ne veut rien avoir à faire avec cela. Vous connaissez Alexandre Solzhenitsyn. L'une des choses qu'il a préconisées en Russie était de se séparer, de se débarrasser de tous ces peuples étrangers que vous gouvernez. Vous savez, l'empire tsariste est terminé. Oubliez-le, il était dysfonctionnel. En d'autres termes, nous devrions essayer de nous concentrer sur des Russes gouvernant des Russes et personne d'autre. Ils y sont en grande partie parvenus. Je pense que c'est certainement une solution à 80%. Et je suis sûr qu'il ressent la même chose à propos de l'Ukraine. Car même si Alexandre Solzhenitsyn disait que les Ukrainiens sont des chrétiens orthodoxes slaves comme nous, il en sait assez sur l'Ukraine pour savoir que l'Ouest n'est pas comme ça. Ce qu'on appelait autrefois la Galicie et la Ruthénie dans l'ancien empire austro-hongrois, ces populations ne sont absolument pas russes et ne le seront jamais. Et il ne veut pas forcer cela. Donc je pense qu'il comprend très très bien les dynamiques en jeu. C'est aussi un homme patient. Je pense qu'il continuera à faire preuve de patience. La patience lui a porté ses fruits. Il a subi très peu de pertes par rapport à ses prédécesseurs. Je n'ai jamais vu, en regardant l'histoire de la Russie, un seul dirigeant russe aussi soucieux de la vie de ses compatriotes lors d'une guerre que lui. Et c'est pas une faiblesse. Vous savez, on écoute tous ces généraux à la retraite qui nous disent depuis des années « L'Ukraine est en train de gagner et les Russes sont en train de perdre ». Ils disent que c'est parce que la Russie est faible. La Russie ne traverse pas le Dniepr parce qu'elle ne le peut pas. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et je pense que nous allons assister à un certain nombre d'événements au cours du prochain mois ou des 2 prochains mois, et je ne serais pas surpris si la situation changeait soudainement. Je ne pense pas que Zelensky va s'en sortir. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'opinion publique en Ukraine dans l'ensemble souhaite la fin de la guerre. Ceux qui souffrent le plus ont dit « Nous en avons assez », mais ils n'ont pas le droit d'influencer la situation. Et cela, bien sûr, c'est parce que la police secrète ukrainienne peut débarquer, et vous aussi pouvez finir avec une balle dans la tête. Peut-être que vous finirez envoyé au front pour y mourir. Donc cela finira par se terminer, mais ce ne sera pas grâce à nos actions. Eh bien, comment voyez-vous la fin du règne de Zelensky? Pensez-vous que les Russes vont l'éliminer? Les Américains voudront-ils s'en débarrasser? Les nationalistes? L'armée? Oui. À une autre époque, je pense que l'Occident aurait dit « ça suffit ». Je crois que des personnes plus lucides dans les années 50, 60 ou 70 seraient intervenues rapidement, peu après le début de l'intervention en février 2022, et auraient dit « vous savez, il faut mettre un terme à cela. Plus vous attendez, plus vous perdez de territoire, plus la situation empire. Signez l'accord et taisez-vous ». Je pense que cela se serait produit. Mais nous ne sommes pas dirigés aujourd'hui par ce genre de personnes. Ces gens-là étaient éminemment pragmatiques. Regardez Eisenhower et son soutien à la neutralité autrichienne. En tant que président, il a dit « c'est formidable. Les Russes veulent se retirer? Très bien. » Il a ajouté au fait « pourquoi ne pas rendre plus de pays neutres? Parce que nous, Américains, n'avons pas la puissance militaire pour défendre tout le monde. » Et à cette époque, vous savez, l'OTAN avait la moitié de sa taille, voire moins, par rapport à aujourd'hui. Eh bien, cela pourrait effectivement être l'une des issues de cette guerre. Car, encore une fois, on la présente toujours comme une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais il s'agit en réalité d'une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. Ce que des personnalités allant de Marco Rubio à Boris Johnson reconnaissent désormais. Mais alors que l'OTAN est vaincue en Ukraine, quelles seraient, selon vous, les répercussions plus larges?
S'agirait-il d'un changement de rôle pour l'OTAN? Les États-Unis seraient-ils incités à réduire leur présence en Europe? Encore une fois, je n'imagine pas les États-Unis, à l'heure actuelle, pousser les pays à adopter une neutralité qui réduirait leur influence. D'un autre côté, ils n'auraient plus l'influence, mais voudraient déployer des troupes ailleurs. Que peut-il réellement se passer dans ce contexte? J'ai dit depuis le début que l'OTAN ne survivrait pas à cette guerre. Peu importe quand cette guerre se termine, je pense que l'OTAN prendra fin. Nous sommes clairement dans une position économique très fragile. Nous voulons partir. Nous aurions dû quitter l'Europe en grande partie au milieu des années 1990. À l'époque, il y avait des gens au Sénat, ainsi que dans les capitales européennes, qui cherchaient désespérément une raison de justifier l'OTAN et de nous maintenir attachés à l'Europe. Ils ont cru la trouver dans les Balkans. Et depuis, nous luttons avec ce genre de mésaventures stupides. Rappelez-vous, l'hubris et les erreurs de calcul jouent aussi un grand rôle dans tout cela. Tout le monde s'est trompé sur la Russie. Tout le monde s'est trompé sur nous-mêmes. Mais l'arrogance demeure. Personne ne veut admettre que le monde a changé. C'est aussi simple que cela. Nous continuons à voir comme le centre de l'univers. C'est absurde. Voilà où nous en sommes. Et rien n'empêche la Russie, à moins d'utiliser une arme nucléaire, de régler la guerre à ses propres conditions. Et personne ne veut risquer l'utilisation d'une arme nucléaire. Certainement personne de sensé à Washington, et je ne connais personne à Moscou qui veuille faire cela non plus. Donc je pense que l'OTAN va simplement s'effondrer. Vous savez, Henry James a dit « Les vaches sacrées ne sont jamais abattues. Elles disparaissent simplement. » Je pense que c'est ce qui arrivera à l'OTAN. Nous nous réveillerons et elle aura effectivement disparu. Je ne pense pas que l'URM va survivre non plus. Et souvenez-vous, vous êtes Européens. La façon dont le monde est perçu depuis Oslo est très différente de celle depuis Rome, Madrid ou Athènes. Essayer de maintenir cet ensemble hétéroclite uni est tout simplement une attente irréaliste. C'est contre nature. C'est exclusivement un produit de la guerre froide. Eh bien, sur le sujet des pays qui voient le monde différemment, et aussi dans le contexte des célébrations du 9 mai, je constate que la défaite du fascisme est utilisée de différentes manières. En Europe, bien sûr, nous présentons constamment Poutine comme le nouveau Hitler. Mais en Russie, il relie manifestement la guerre actuelle, la guerre par procuration avec l'OTAN, à la Seconde Guerre mondiale également, en termes de lutte contre le fascisme. Et bien sûr, contre ces grandes puissances occidentales, car ce n'était pas seulement l'Allemagne qui avait envahi l'Union soviétique. Mais plus récemment également, nous avons vu les Chinois faire un commentaire. Xi Jinping a fait une déclaration qui est apparue dans le Financial Times, où il a comparé les actions des États-Unis dans le système international à celles des armées d'Hitler. Comment voyez-vous cela? N'est-ce pas une énorme escalade dans la rhétorique? Voyez-vous une possible alliance militaire entre les Chinois et les Russes, ou sont-ils trop réticents à cela? Selon vous, que cherchent à accomplir ou à légitimer ces commentaires? Ou s'agit-il simplement de beaucoup de fanfaronnade et de diabolisation? Eh bien, la nostalgie nazie en Ukraine est réelle. L'histoire de l'Ukraine est très complexe. Des millions d'Ukrainiens ont été assassinés entre 1929 et 1932 sous Staline, sous le communisme. Et les officiers du NKVD qui ont mené ces actions sont allés dans les prisons pour recruter des personnes afin de les aider. Les Ukrainiens ne l'ont pas oublié, et on peut dire que cela a causé une perte de vies humaines plus importante que celle de l'Holocauste des Juifs. Ces régions ont de longues histoires, de longues mémoires. Ainsi, les Russes voient cela, ils voient la nostalgie nazie et les symboles nazis, et ils sont horrifiés.
Pour beaucoup d'Ukrainiens, et soyons francs, pour la plupart des habitants d'Europe de l'Est à n'importe quel moment, s'ils avaient eu à choisir entre le nazisme et le communisme, ils n'auraient pas choisi le communisme. Mais ça ne fait pas partie du récit à l'Est. Ce n'est pas non plus le récit à l'Ouest. C'est vraiment assez intéressant. C'est un autre sujet. Mais au final, si vous essayez de vous légitimer, il est facile de dire, eh bien, ils sont comme des nazis. En réalité, si nous ressemblons à quelqu'un, c'est à l'Empire britannique. Et si vous êtes chinois, vous vous inquiétez de la mer de Chine méridionale. Car l'une des choses qui a mis la Chine dans une position stratégique très difficile, c'était la Royal Navy qui a semé la pagaille dans la mer de Chine méridionale et a rendu impossible pour les Chinois de gagner les guerres de l'opium. Rappelez-vous, les Britanniques sont arrivés directement, ont remonté les rivières, bombardé les forts et forcé les Chinois à autoriser l'importation et l'exportation de l'opium. Un impact terrible sur la population et les personnes qui y vivaient. Les Chinois perçoivent le christianisme différemment. Dans les années 1830 et 1840, un homme s'est proclamé la réincarnation de Jésus-Christ et a mené une guerre civile qui a duré plus de 20 ans avant de prendre fin, causant la mort de millions et de millions de Chinois. Les Chinois ont une vision du christianisme très différente de la nôtre. Nous ne faisons même pas l'effort d'en apprendre davantage à ce sujet. Je pense simplement que Taïwan était le porte-avions insubmersible du Japon impérial pendant la Seconde Guerre mondiale. La Chine n'autorisera aucune puissance étrangère à dominer Taïwan et à l'utiliser de nouveau contre elle. C'est aussi simple que cela. Nous devons comprendre cela et arrêter de parler de Taïwan. Je pense que toutes ces allusions au passé sont faites pour des raisons qui ont des racines intérieures en Russie, en Chine et ailleurs, tout comme nous les utilisons nous-mêmes. Je dirais qu'il ne faut pas leur accorder trop d'importance, mais plutôt regarder les résultats. Et en ce moment, je pense que la Russie et la Chine ensemble, ainsi que la coalition BRICS, grandissante, sont des acteurs qui ont dit « Nous en avons assez de vous, les États-Unis, et de vos partenaires occidentaux. » Ce qui m'intéresse, c'est que la plupart du temps, si on ne nous aime pas, les autres qu'ils n'aiment pas sont les Britanniques et les Français, probablement dans une certaine mesure les Belges et peut-être les Néerlandais. Ce sont les puissances coloniales. Les Allemands sont arrivés très tard dans ce domaine, et il n'y a jamais vraiment eu beaucoup d'enthousiasme pour cela en Allemagne. Le reste de l'Europe n'était pas impliqué dans ce genre de choses. Donc on ne peut pas généraliser dans un sens ou dans l'autre. Mais en ce qui nous concerne, nous nous immisçons partout dans le monde, tout comme les Britanniques l'ont fait. Ils s'immisçaient sur le continent. Ils s'immisçaient en Afrique. Ils s'immisçaient en Asie. Ils s'immisçaient en Inde. Ce n'est pas une bonne chose du point de vue de toutes les personnes qui vivent dans ces régions. Et il est dans notre intérêt de ne pas nous immiscer. Mais nous avons construit un système, nous avons bâti des structures dans ce pays pour soutenir et maintenir l'ingérence, pour projeter l'ingérence, pour manipuler les sociétés des autres. Nous espérions tous que le président Trump s'en chargerait. Eh bien, nous étions contents lorsque le National Endowment for Education, non, le National Endowment for Democracy, et puis oh là là, mon cerveau ne fonctionne pas très bien. Les différentes agences mondiales, aidez-moi, je n'arrive plus à me souvenir de cet acronyme. Mais Elon Musk s'est penché sur ces affaires et a découvert une fraude massive. Dieu merci pour Elon Musk, car cette fraude massive était bien réelle. Et le National Endowment for Democracy était une autre façade de la CIA cherchant à déstabiliser les pays des autres au nom de la démocratie. Tout cela doit cesser. Et je pense que Donald Trump a pris de très bonnes mesures dans cette direction.
Mais il doit encore composer avec les agences de renseignement, en particulier la CIA. Et la CIA reste une organisation incontrôlable, et je pense qu'il doit en prendre conscience. Encore une fois, le président Trump a de bonnes intentions, mais il doit se concentrer ici, chez nous, pas à l'étranger. Il doit démanteler les réseaux d'ingérence, les structures impériales. Tout cela doit disparaître. Mais il doit vraiment se concentrer ici et comprendre avec quoi il doit composer au sein de son propre gouvernement. Je pense qu'il en a une certaine compréhension, mais pas autant qu'il le faudrait, et il doit vraiment s'y consacrer. Mais encore une fois, vous savez, il est entouré de personnes qui lui disent des choses différentes, et il est malheureusement trop facilement influencé par trop de mauvaises personnes. Oui, juste une réponse très rapide, car nous manquons de temps. Comment voyez-vous maintenant la possibilité d'aboutir réellement à une paix pour mettre fin à tout cela, pour mettre fin à la guerre par procuration en Ukraine? Pensez-vous qu'il est trop tard? Cela se décidera-t-il sur le champ de bataille ou parce que j'ai vu J.D. Vance dire que les Russes demandent trop? Mais encore une fois, de façon pragmatique, ce sont les Russes qui détiennent les cartes. Si les Américains veulent faire pression sur quelqu'un, il serait plus facile de faire pression sur les Européens et les Ukrainiens. Voyez-vous une voie vers la paix? Ou est-ce que cela va simplement... Eh bien, il y a une voie vers la paix, mais elle ne passera pas par Washington. Et J.D. Vance ne comprend ni la région, ni son histoire. Donc je ne sais pas pourquoi il a dit cela. Les Russes n'ont jamais demandé grand-chose, mais plus le temps passe, et plus le sang coule, plus les Russes ont de raisons d'exiger davantage de territoire comme moyen de se protéger. Les discussions qui ont lieu aux États-Unis sont tout simplement mal informées. Il n'y a aucune compréhension réelle et approfondie de tout cela. C'est ça le problème. Je ne sais pas comment on peut y remédier. Nous n'avons pas de noyau de diplomates professionnels qui ont passé leur vie à apprendre d'autres langues, à vivre dans d'autres pays et à comprendre toutes ces dynamiques. Ce que nous avons fait, c'est créer un noyau d'ingérents qui pensent qu'il est de leur droit divin de mener une croisade pour une certaine idée de la démocratie, ce qui est totalement absurde. Et cela a causé d'énormes problèmes. On aurait pu croire que le désastre de 10 ans au Vietnam nous aurait fait réfléchir, mais apparemment ce n'est pas le cas. C'est une industrie qui s'auto-entretient dans cette ville, à Washington, D.C. Donc je pense que cela prendra fin, mais ce sera aux conditions de la Russie. Nous n'y aurons pas grand-chose à voir. Mais les Russes, encore une fois, M. Poutine n'est pas un homme stupide. Il sait qu'inévitablement, pour qu'une solution fonctionne, il aura besoin de la participation d'autres pays frontaliers de la Russie. La Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie. À un moment donné, ils devront être intégrés et accepter la solution qui sera trouvée. Et je pense qu'il en est conscient. La question la plus importante pour nous en ce moment est clairement ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je pense que le président Trump veut éviter une guerre avec l'Iran, je n'en doute pas. Mais en est-il capable? Parce que M. Netanyahou est désespérément intéressé par une guerre. Il considère que c'est le bon moment et la bonne opportunité, car il contrôle la Chambre et le Sénat aux États-Unis, et il contrôle une grande partie de la politique nationale. Le fait que Donald Trump et lui ne s'apprécient pas vraiment n'a pas beaucoup d'importance. Personne n'aime Netanyahou. C'est un sociopathe arrogant. Mais les milliardaires qui constituent l'épine dorsale de l'AIPAC, le Comité des affaires publiques américano-israélien, exercent un pouvoir énorme sur la Maison-Blanche et le président Trump. Donc disons que ce qui m'inquiète plus que tout, ce n'est pas que nous commencions une guerre avec l'Iran, mais que peut-être M. Netanyahou entre rapidement dans Gaza pour massacrer le reste de la population, et que le président Sisi en Égypte dise
Nous ne pouvons pas tolérer cela et envoie l'armée égyptienne. Il sera probablement soutenu par les Jordaniens. Alors nous verrons cette guerre s'étendre. L'Iran a dit qu'il soutiendrait l'Égypte. Que feront les Saoudiens et les Émirats? Ils ne vont pas accepter le massacre de masse de la population de Gaza. Donc la vraie question à ce moment-là est, que vont faire les Turcs? Erdogan a essayé de ménager la chèvre et le chou, mais lorsque ça commencera contre l'Égypte, si cela se produit, comme je le pense, et que les Israéliens entreront alors en guerre contre l'Égypte, il sera, à mon avis, impossible pour les Turcs de rester en dehors du conflit. Je pense que c'est à ce moment-là que l'on assistera à une guerre régionale. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que M. Netanyahou décide simplement d'attaquer l'Iran. Point final. Boum. Cela déclenchera une guerre régionale. Mais M. Netanyahou est assez confiant, et il a probablement raison de l'être, que quoi qu'il fasse, nous le soutiendrons. C'est là le problème. Je viens juste de rentrer d'Iran ce matin. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de ce qui s'y passe, mais j'imagine que nous devrons remettre ça à un autre jour. Merci encore, Colonel McGregor. C'est fascinant.